Dans la suite des entretiens que je mène, nous aurons plein d'invités de choix, encore Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure, et grand invité de choix, je sais que vous l'adorez tous, Éric Denessé. Tu vois, j'ai pas estropié ton nom cette fois. C'est bien. Nous évoquons la question de ce débat qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale sur l'accord. Alors, on ne sait pas, je rediscuterai demain avec Jacques Millard sur la légalité, la constitutionnalité de cet accord bilatéral qui est avec l'Ukraine, qui était en débat hier à l'Assemblée nationale, mais je ne pouvais pas ne pas interroger Éric Denessé sur ses impressions, son ressenti, son analyse après ce débat. Qu'est-ce que tu en as pensé, Éric ? Bah, écoute, moi, il y a deux choses. D'abord, je suis effaré de la décision qui a été prise, c'est-à-dire du vote qui a été effectué. Et surtout, le débat, finalement, n'a servi à rien, puisque Macron, d'une certaine manière, mais aussi les partis politiques, dans la perspective des européennes, se sont tous enfermés dans une logique électoraliste à des fins purement intérieures, qui les a véritablement ligotés dans leur prise de position sur ce dossier. Alors, le Front National s'est abstenu. Le Les Rassemblement national. Rassemblement national, certaines. Il m'arrive de dire URSS aussi au lieu de Russie. Mais le Rassemblement national s'est abstenu. D'ailleurs, un de ses représentants a dit ce matin qu'il ne pouvait pas faire autrement dans le contexte actuel, parce qu'effectivement, où on est pour Macron, où on passe pour des pro-Poutine, je ne suis pas sûr que ce soit un argument non plus qui tienne vraiment la route. Mais tous les autres, à part LFI, le Parti communiste, ont suivi. J'ai envie de dire, c'est pour moi un peu le jour où la France s'est perdue, parce que quand on regarde la réalité de ce conflit, quand on regarde son évolution récente, quand on regarde les réalités d'une hypothétique menace russe, nous sommes entrés dans un système et dans un monde totalement ubuesque qui est dans un déni de réalité totale. Et alors, je passe sur l'argumentaire développé par Attal hier soir en disant. Dis-nous-en quelques mots, parce que cette idée de si jamais l'Ukraine perd, une pluie de sauterelles va s'abattre sur les Français et les 7 plaies d'Égypte vont arriver, il faut quand même y répondre. Et c'est grotesque quand Gabriel Attal dit si la Russie gagne, le pouvoir d'achat des Français va souffrir. C'est merveilleux, ça doit être gardé dans les archives. D'abord parce que ça n'a aucune validité, il n'y a aucun argument, mais je ne vois pas en quoi, inversement, l'aide promise à l'Ukraine, déjà plus d'1,7 milliard donné, 3 milliards promis cette année, plus de 10 milliards promis sur les années qui viennent. D'où va sortir cet argent? Comment ça ne va pas impacter davantage cela aussi le pouvoir d'achat des Français à une époque où on nous demande d'énormes économies à juste titre, vu la manière dont Macron, comme ses prédécesseurs, ont creusé la dette française. Donc tout ça n'a ni queue ni tête, c'est vraiment je dirais, d'une stupidité terrible. C'est une insulte pour l'ensemble du peuple français, mais voir l'ensemble des députés se prêter à ce jeu-là, quelle que soit enfin, leur couleur politique, tous ne l'ont pas fait, c'est encore beaucoup plus inquiétant. Quand on analyse la menace russe, je crois qu'il faut être très lucide et je n'ai pas entendu dans les arguments des parlementaires opposés à cet accord le moindre argument de cette nature. Quel pourcentage du territoire ukrainien les Russes ont-ils occupé en 2 ans et pour quelles raisons de combien de kilomètres ont-ils progressé au-delà de leurs frontières? Tout ça, c'est quelques centaines de kilomètres, quelques 20% du territoire russe. En quoi tout cela représente une menace pour nous? Je n'entre même pas dans les détails du fait qui a provoqué qui dans cette guerre tout à fait fratricide et déplorable, mais nous sommes entrés dans une comédie, je crois, absolument sidérante, où nos politiques vivent dans un monde totalement parallèle. Alors, quand même, ce qui est étonnant et qu'on n'arrive pas à comprendre, en tout cas moi, j'arrive pas à le comprendre, c'est cette espèce d'intégrisme d'Emmanuel Macron qui se fait au fond plus otaniste que les otanistes, c'est-à-dire qu'il est vraiment à la pointe du combat. On dit qu'il y a un plan entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France pour envoyer des troupes à la frontière biélorusse pour permettre à des troupes ukrainiennes d'être redéployées sur le front. On sent bien qu'il y a une espèce de pression des 2 plus grandes officielles armées dotées de l'arme nucléaire en Europe, c'est-à-dire l'armée britannique et l'armée française, pour aller au conflit. Alors que les Américains sont plutôt debout sur le frein. Comment on explique cet extrémisme macroniste aujourd'hui?
Alors, c'est effectivement un extrémisme macroniste. Je ne suis absolument pas sûr que les Britanniques suivent dans cette direction. D'abord parce que l'arme britannique ne peut quasiment pas être déclenchée sans le feu vert de Washington. Et d'autre part, il y a, je crois, 2 semaines de cela ou 10 jours de cela, le chef d'état-major de la British Army a déclaré que son armée était déjà à la plus simple expression et qu'il ne pourrait pas envoyer de troupes. Je rappelle aussi que David Cameron, il y a 3 jours, a déclaré qu'il n'était absolument pas question que l'Angleterre envoie des troupes sur le théâtre des opérations. Voilà, ça faisait suite à toute la série de dénégations extrêmement véhémentes et de contestations qui ont eu lieu contre Emmanuel Macron après ses déclarations du 26 et du 27 février. Je crois qu'il n'y a pas un État en Europe, peut-être la Belgique, qui n'ait pas protesté en disant nous ne devons jamais décider d'envoyer des troupes, il n'est pas question que nous en envoyions. Et Jacob Pistorius, le ministre de la Défense allemand, il y a aussi 4 jours, a déclaré qu'il était temps de cesser cette discussion sur l'envoi de troupes parce qu'elle n'aurait jamais lieu. J'ajouterai, avant de reparler de Macron, que j'ai d'une certaine façon le sentiment que les deux révélations qui ont été faites par les Allemands, les deux erreurs qui leur sont reprochées, le fait d'abord que Olaf Scholz a dit nous ne pouvons pas, nous n'enverrons pas d'hommes, comme c'est déjà le cas pour les Britanniques et les Américains et les Français qui font du soutien logistique, et puis l'histoire des trois officiers allemands qui ont échangé sur une plateforme non sécurisée depuis Singapour, tout ça me semble être une manière déguisée de faire passer des messages à Moscou et de venir contrer le président français qui s'est mis tout le monde à dos. Alors, son extrémisme à lui, il est encore plus fort qu'on ne l'imagine parce que les médias français n'ont pas repris ces derniers jours un événement qui a fait beaucoup de bruit hors de l'Hexagone. C'est que le 5 mars dernier, l'armée de l'air français a envoyé une patrouille très très proche des eaux territoriales et de l'espace aérien russe avec un AWACS et 2 Rafales, et elle a envoyé cette patrouille transpondeur coupé. Il faut savoir qu'aujourd'hui et depuis le début du conflit ukrainien, tous les vols de reconnaissance à proximité des frontières russes se font avec le transpondeur allumé, ce qui permet de signaler la présence des appareils à l'aviation civile et également à des gens comme nous, des chercheurs qui suivons l'actualité aérienne sur un certain nombre de sites spécialisés. Ça ne permet pas, comment dire, les radars militaires détectent les avions même s'il n'y a pas de transpondeur allumé, mais en tout cas c'est une convention qui est passée, je dirais, c'est non dit, mais entre les acteurs pour avoir des mesures de déconfliction. Or, pour la première fois depuis le début du conflit, nous, Français, avons envoyé cette patrouille aérienne vraiment extrêmement proche de l'espace aérien russe, transpondeur coupé, ce qui, dans le contexte actuel, a été pris une nouvelle fois, et on voit mal comment il aurait pu en être différemment, comme une provocation par les Russes qui ont réagi assez vertement d'ailleurs. Medvedev avait déjà réagi il y a une semaine. Le patron du SVR, Narishkin, également, avait traité le président français comme étant de plus en plus incontrôlable. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu des réactions excessivement violentes aux États-Unis, notamment sur les chaînes et de la part des commentateurs spécialistes du sujet. Pourquoi? Parce que cette provocation a eu lieu en plein Super Tuesday, alors que les Américains étaient vraiment concentrés sur les élections, sur les primaires, que depuis, on le sait maintenant depuis plusieurs mois, ils sont dans une logique de sortie de ce conflit, plus aucune aide n'est votée, les républicains ne veulent pas en entendre parler. CNN a rappelé ces derniers jours qu'en aucun cas la crise ne devait dériver vers un conflit nucléaire. Donc l'attitude du président français a vraiment fait énormément hurler ces derniers jours outre-Atlantique. Ça continue, je crois qu'un certain nombre d'articles enfin vont sortir en France pour expliquer cette manière dont les républicains finalement nous ont dit à un moment donné, nous ne comprenons pas. En 2003, vous vous êtes opposé à juste titre sur notre politique. Nous-mêmes, nous nous sommes fait avoir par le président Bush et son entourage. Et aujourd'hui, vous avez une attitude totalement contraire. C'est aussi ce que pensent beaucoup d'acteurs européens, les Allemands en premier. Donc cette espèce d'attitude jusqu'au boutiste d'Emmanuel Macron, alors il y a peut-être plusieurs explications possibles. Je dirais la première, c'est que l'individu est pris de mythomanie, d'une espèce d'hubris personnel qui doit le conduire à vouloir être le chef comment dire, du monde occidental à un moment donné où les Américains s'effacent sur ce conflit. Peut-être est-il lui-même les néoconservateurs qui eux-mêmes, sentant je dirais, le dossier leur échapper et l'arrivée de Trump se préciser, peut-être essaient de jouer de leur
comment dire, une dernière fois leur partition. La seconde explication, à mon sens, c'est que Emmanuel Macron l'utilise beaucoup à des fins de politique intérieure. Il sait qu'il lui reste 3 ans pour terminer, à faire pour terminer son mandat, et que ça va être de plus en plus difficile, et qu'une des seules façons, peut-être, est de détourner l'attention et de continuer à faire marcher la planche à billets, c'est-à-dire de creuser la dette française, c'est de profiter de cette hypothèse d'un durcissement du conflit pour faire passer un certain nombre de choses en France, notamment cette loi sur la lutte contre les ingérences étrangères en matière de communication. Donc tout ça est extrêmement préoccupant. Laquelle de ces deux raisons est la bonne, je ne sais pas. On a sûrement des éléments qui relèvent un petit peu des deux. Mais en tout cas, on a de plus en plus le sentiment partout en Europe, aux États-Unis, d'avoir un président français incontrôlable. Mais Emmanuel Macron, comme tu le dis, instrumentalise l'affaire ukrainienne pour des raisons politiques intérieures, notamment parce que son parti est distancé par rapport au Rassemblement national aux élections européennes et qu'il a besoin de faire une remontada. Mais électoralement, d'abord, sa base électorale n'a pas envie d'envoyer des troupes en Ukraine, 72% sont contre, et on voit bien que sur le fond, l'opération n'a pas marché. C'est-à-dire qu'à l'issue du débat d'hier, on ne peut pas dire que le Rassemblement national ait subi une défaite cuisante ou soit particulièrement mis en difficulté par rapport à l'opinion publique. Donc, on comprend mal le calcul politique intérieur qui est fait là-dessus. Oui, non, c'est tout à fait juste, alors que ce soit sur le plan intérieur, d'une part, comme sur le plan international, mais on voit malgré tout Macron qui quasiment de manière quasi obsessionnelle, s'obstine justement, puisqu'il a reçu, après cet événement du 5 mars, il a reçu la présidente de Moldavie. Moldavie, un micro-État qui a tenu à rester absolument indépendant lors de la dissolution de l'URSS, alors qu'il aurait pu rejoindre la Roumanie. Là, on est encore dans des États dont l'existence doit être interrogée quant à leur lien avec l'économie parallèle et certains réseaux mafieux. Voilà, en proposant même qu'à terme, un contingent français puisse aller en Moldavie. Donc, on ne comprend pas cette politique de va-t-en-guerre, cette manière permanente d'aller asticoter les Russes, d'autant que nous le savons tous, l'armée française n'est pas du tout préparée pour un conflit de cette nature. Un article encore très intéressant est sorti dans Marianne là, ces derniers jours, qui dit finalement ce que nous disons tous, mais pour une fois que la presse le fait également, je le signale, où il fait état d'un rapport qui circule dans les hautes sphères de l'état-major, qui disent qu'effectivement l'armée française n'est pas prête à cela, que l'armée ukrainienne est totalement en déroute et sur des positions défensives dont on n'est pas sûr qu'elle tiendrait si la Russie attaquait. Ce rapport dit aussi que nous avons depuis 2 ans systématiquement sous-estimé les Russes, leur efficacité, leur détermination. Donc tous les éléments factuels sont là, mais en dépit de cela, on a un président qui est vraiment aux antipodes de la réalité et qui semble déterminé à créer, je ne dirais pas le chaos, mais une situation qui devienne inextricable et qui va finir, si ce n'est déjà le cas, par faire apparaître la France comme le principal ennemi de la Russie dans ce conflit, ce qui est absolument aberrant au regard des liens historiques qui nous unissent à Moscou. Tu nous dis 3 mots sur le discours de Marine Le Pen et sur le discours d'Olivier Marleix, qui était un peu ceux qui auraient pu défendre une vision gaullienne. Oui, alors d'abord, j'en profite pour, c'est un clin d'œil pour rendre hommage à Nicolas Dupont-Aignan, qui a été le seul, à mon sens, à tenir un discours digne de ce nom. Je suis guère surpris de la réaction comment dire, des Républicains, dont finalement, malheureusement, la représentation dans l'électorat est de plus en plus faible. Ils se sont piégés eux-mêmes, même si la tactique d'Emmanuel Macron a été d'une certaine manière assez efficace. Quant au Front National, le discours de Marine Le Pen a donné un certain nombre d'arguments, mais je n'oublie pas que dans la commission parlementaire qui a eu lieu il y a quelque temps à l'Assemblée nationale, là aussi sur les ingérences étrangères, les représentants du Rassemblement national ont été parfois plus royalistes que le roi, à vouloir voir des ingérences russes partout et à minimiser celles des camps américains et autres. Donc, enfin, tu comprendras que je ne trouve guère de parti politique qui en ce moment trouve grâce à mes yeux pour la défense de l'indépendance et de la souveraineté française sur ce dossier. Bon, nos lecteurs vont avoir Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure. Merci Eric, et puis on se reparle bientôt, j'espère. Merci, Eric.